L'invité de la rédaction s'appelle Seripa Djekou de Silva. Il est journaliste, spécialiste des questions environnementales à Business 24 Africa. Je voudrais souligner aussi, Seripa Djekou de Silva, que vous êtes capitaine des eaux et forêts de formation. Vous avez été chef de service de communication à la SODEFOR et vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la forêt ivoirienne. Oui, effectivement. Nous sommes là pour parler de la forêt ivoirienne, mais nous voudrions préciser que nous avons également été chargés de communication du professeur Laurent Kéassi. Alors, le professeur Laurent Kéassi était un grand botaniste, ethnobotaniste. Il a beaucoup parcouru la forêt en Côte d'Ivoire, en Afrique et même en Europe, mais je voulais dire qu'il était autodidacte. Il n'avait que le niveau C1, mais compte tenu de sa capacité intellectuelle, il allait soutenir un doctorat d'État au Muséum à Paris. Nous avons été son chargé de communication pendant 5 ans. Aujourd'hui, il ne vit plus. Paix à son âme. Paix à son âme. Voilà. Quel est l'état de la forêt en Côte d'Ivoire? Alors, l'état de la forêt, il faut dire que la forêt en Côte d'Ivoire est dans un état piteux. Une situation très alarmante. Et ce sont les chiffres qui nous le disent. Quand il a plu, j'allais dire, à l'administration coloniale de transmettre les résultats, la forêt, entre guillemets, la gestion de la forêt à l'État de Côte d'Ivoire en 1960, déjà la FAO, qui avait les résultats en 1930-40, nous annonçait 16 millions d'hectares. Alors, les 16 millions d'hectares ont été gérés, entre guillemets, dès que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. L'administration coloniale a donc transmis la gestion de la forêt à l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que pour que la Côte d'Ivoire se développe, pour que la Côte d'Ivoire forme ses cadres, il a fallu exploiter la forêt. On a donc constaté que c'est le bois qui était la première matière d'exploitation. Le bois a été donc exploité à des centaines de milliards pour la construction des routes, des barrages, des écoles, la formation des cadres de ce pays. Il faut dire qu'à partir d'une certaine époque, vers les années 60, il y a eu le binôme café-cacao. Après le bois donc, voici le binôme café-cacao qui va être la matière à exploiter pour pouvoir reconstruire, sinon pour pouvoir construire la Côte d'Ivoire. Mais le binôme café-cacao, il fallait faire la promotion. On se rappelle la Coupe nationale du progrès, pour que les paysans, les populations qui étaient dans les villages, dans les villes, puissent s'adonner à l'agriculture. C'est pour dire qu'à un certain moment, il fallait aller vers les terres fertiles. Les populations ont donc investi la forêt ivoirienne pour l'exploiter à titre agricole. Alors, il y a eu la pression économique, il y a eu la pression, j'allais dire, démographique, et puis, aujourd'hui, quand on fait le point, le Fonds forestier national qui a fait les statistiques nous parle de 2,5 millions d'hectares aujourd'hui. Mais ce qu'il faut aussi révéler, sinon relever, c'est pour dire surtout que quand l'administration coloniale a transmis, entre guillemets, la gestion de la forêt à la Côte d'Ivoire, de 1930 jusqu'à 1976, il n'y avait aucune structure étatique qui gérait les forêts classées, parce qu'on a eu la gestion des forêts classées. Et l'administration coloniale nous a légué 231 forêts classées d'une superficie de 4 196 000 hectares. Vous pouvez donner des exemples de forêts classées, vous voulez parler? Oui, on a la... Non, il y a la forêt classée. On pourrait parler de la forêt classée de Irobo, la forêt classée de Rapide Gras, la forêt classée d'Angredou. Alors tout ça, ce sont des forêts classées qui ont été... Cela a été fait pendant l'administration coloniale. Mais quand l'administration coloniale s'est retirée, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas mis en place une structure pour gérer de façon durable ces forêts. Il a fallu, pour les forêts classées, en 1993, pour que la SODEFOR, qui est la Société de développement des forêts, puisse gérer ces forêts. Au niveau des parcs nationaux et des réserves naturelles, il n'y avait aucune structure étatique également.
C'est en 2002 que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place l'OIPR, c'est-à-dire l'Office ivoirien des parcs et réserves. Vous constatez donc avec moi que depuis 1930 jusqu'à ce qu'on arrive en 1993 ou en 2002, il n'y avait aucune structure étatique. Mais la forêt était gérée de façon, j'allais dire, un peu pas trop professionnelle avec le ministère des Eaux et Forêts. Et il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de difficultés. Des projets imposants ont été lancés depuis le gouvernement du feu Premier ministre Ahmed Bakayoko. Que retient-on sur ces projets de reboisement? Bon, il faut le dire, hein, c'est vrai, beaucoup a été fait depuis un certain temps. Le dernier gouvernement, sinon l'avant-dernier gouvernement qui était là avec M. Ahmed Bakayoko, nous avions à la tête de ce ministère le ministre Alain Richard Donvayi. Voilà. Alors, les résultats que nous avons, nous savons qu'à cette époque-là, pour ne pas dire pendant ce temps, il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits. Nous nous rappelons encore du projet PIDAC, c'est le programme intégré de développement et d'adaptation pour lutter contre les effets du changement climatique. Alors ce projet, il va faire en sorte que la ressource en eau soit une véritable action à mener pour la préservation de nos forêts. On se rend compte que le fleuve Niger a ses sources dans 9 pays, dont la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, nous avons 8 pays, dont 7 pays sont de l'Afrique francophone, avec le Nigeria. Et en Afrique centrale, nous avons le Cameroun. Alors, si il n'est pas fait une exploitation rigoureuse, rationnelle, responsable, il va sans dire que, puisque l'eau et la forêt font un, il faut donc faire de telle sorte que, quand il pleut, la pluie, les gouttes d'eau s'infiltrent dans le sol pour alimenter la nappe phréatique. Et c'est ce qui reconstitue la forêt. Donc ce grand projet PIDAC, nous savons que le ministre d'alors, Alain Richard Donvayi, a contribué pour que la Côte d'Ivoire soit partie prenante de ce grand projet. Il y a aussi un deuxième projet qui a permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'organiser la COP 15. Parce que tous les engagements que l'État de Côte d'Ivoire avait pris, il a fallu que le ministre fasse des efforts, une grande communication pour que enfin la Côte d'Ivoire puisse honorer tous ses engagements. Aujourd'hui, nous organisons la COP 15 et je pense que c'est à son actif. Mais il y a aussi le code forestier, parce que le premier code forestier que la Côte d'Ivoire avait, c'était un code forestier qui était la photocopie conforme du code forestier français. Vous comprenez que la France nous a légué la forêt, elle nous a légué un code forestier qui n'était vraiment pas adapté à nos réalités, à notre culture, à notre sociologie. Et il fallait qu'au niveau du ministère des Eaux et Forêts, ce code forestier soit réadapté et qu'il soit, diffusé pour que les uns et les autres sachent concrètement comment il faut réagir. Puisque vous parlez de lui, on va aborder une question qui s'intéresse au ministre Alain Richard Donvayi. Une affaire fait grand bruit en ce moment sur les réseaux sociaux. Le dernier remaniement ministériel a vu la sortie du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvayi, du gouvernement. Certains médias expliquent sa non-reconduction par une prétendue complicité dans un trafic de bois. De quoi s'agit-il? Bon, merci, confrère. Il faut rappeler que c'est dans l'apparition du 25 avril 2002 de Jeune Afrique, sous la plume de notre confrère Vincent Duyem, et il a dit comme ça, il a écrit « Trafic de bois, les coulisses du pillage ». Plus loin, il écrit « Enquête sur un scandale d'État qui a coûté son poste au ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvayi ». Alors quand il a fait son écrit, évidemment c'est sorti. Mais pendant ce temps, le ministre était encore au gouvernement. Parce que l'apparition de l'article, je le précise encore, c'est le 25 avril 2022. Alors il a fallu que M. Alain Richard Donvayi ne soit plus au gouvernement pour que les réseaux sociaux s'emparent. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention aux réseaux sociaux. Vous comprenez qu'on utilise beaucoup les rumeurs. Mais ce que je voudrais aussi regretter, c'est un peu l'attitude, sinon les investigations qui ne sont pas aussi trop claires quand on lit l'article de notre confrère Vincent Duyem. Est-ce qu'effectivement, Alain Richard Donvayi
comme il écrit, s'est-il fait, entre guillemets, prendre par Ibrahim Lakis, ce Ivoiro-Libanais? Est-ce que c'est vrai? Parce que dans ses écrits, nous ne retrouvons pas les preuves palpables. Toujours est-il qu'il a écrit et les réseaux sociaux se sont servis pour faire de la rumeur. Voici un peu les faits tels que je les explique. Cela a nourri les réseaux sociaux et le ministre, l'ex-ministre, j'allais dire, a réagi dans la presse en rejetant ces accusations. Quel commentaire faites-vous? Mais c'est son droit de réagir, puisqu'il a dit qu'il ne se sent pas concerné par ces allégations. Ce sont des rumeurs et puis c'est pour salir sa personnalité. C'est tout à fait normal qu'il y réagisse. Mais nous aurions peut-être à un autre niveau, ça c'est mon analyse personnelle, quand il était encore au gouvernement, parce que l'article est paru en avril 2002. Donc il n'a pas réagi à cette période. Mais nous pensons que la communication c'est aussi ça. C'est nous qui choisissons à quel moment il faut parler. S'il a choisi ce moment, ça veut dire qu'il se sent concerné. Mais nous sommes dans un pays de droit. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire, si l'État de Côte d'Ivoire estime, les institutions peuvent s'auto-saisir. Mais dans le cas contraire, il a aussi le droit de se défendre. Pourquoi même ne pas porter plainte contre Jeune Afrique? C'est aussi possible. Alors, au moment où cette affaire de l'ex-ministre fait grand bruit, la Côte d'Ivoire se prépare à organiser la COP 15 sur la désertification. Quels sont les enjeux? Alors, la COP 15, les enjeux sont nombreux. Voilà qu'aujourd'hui, c'est près de 197 pays qui viennent en Côte d'Ivoire. 5 000 à 10 000 participants. Alors, la Côte d'Ivoire sera au devant de la scène internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques constituent une véritable résolution de la crise de la forêt, de l'eau, mais aussi des espèces fauniques. Nous sommes la Côte d'Ivoire et nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés aujourd'hui par rapport à certaines espèces. Il y a des espèces qui sont protégées intégralement, certaines intégralement, d'autres partiellement. Il faut donc faire de telle sorte que nous ayons la capacité de protéger la nature dans son ensemble. Alors, les enjeux, c'est aussi des chefs d'État qui viennent. Des chefs d'État qui viennent en Côte d'Ivoire pour prendre des décisions réelles, scientifiques, pour que la forêt soit une véritable zone de protectrice de nos écosystèmes. Quand on sait qu'aujourd'hui, tout est désorganisé parce qu'on ne sait plus à quel moment il pleut. On constate que les eaux montent, les côtes sont atteintes, il fait beaucoup chaud. C'est véritablement grave. Mais les espèces aussi disparaissent. Aujourd'hui, on ne parle plus d'éléphants. Parce que les éléphants sont allés très loin dans la nature. C'est tous ces fléaux-là, il faut avoir des solutions. Donc nous espérons que la Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner. On parle de la COP 15, mais c'est une histoire de voir en fait qu'est-ce que le monde décide aujourd'hui pour que les luttes contre les effets du changement climatique soient une réalité. Alors on parle de l'héritage d'Abidjan. C'est aussi un grand point pour nous. Et puisque c'est près de 5 à 10 000 participants, à travers les débats, à travers les panels, avec les journalistes, près de 700 journalistes qui sont en Côte d'Ivoire, je pense qu'au niveau de l'économie aussi, il faut se féliciter. Alors, Alain Richard Donvaï est parti. Laurent Tchagba est le nouveau ministre des Eaux et Forêts. Pensez-vous que ce ministre pourra relever le défi pour la restauration du couvert forestier ivoirien? Bon, nous l'espérons. Nous l'espérons. Nous savons aussi la vision du chef de l'État. S'il a choisi Laurent Tchagba pour être ministre des Eaux et Forêts, je pense qu'il a ses raisons. Et c'est tout à fait normal de lui faire confiance. Mais nous aussi, nous analysons et nous disons qu'il est expert. Parce qu'il a cette formation. Quand on parle de la forêt, on parle de l'eau. De l'eau également. Quand on parle de l'eau, on parle de la forêt. C'est un binôme. Voilà. Il faut qu'il y ait la forêt pour qu'il y ait l'eau, mais également qu'il faut qu'il y ait l'eau pour qu'il y ait la forêt. Alors comme il est expert, il a
c'est cette formation, la formation en hydraulique, nous pensons, nous analysons qu'il va mettre beaucoup un accent sur la ressource en eau. Voilà, nous avons vraiment une très belle ressource, mais il faut une combinaison réelle entre la forêt que nous avons, les ressources en eau que nous avons, pour que nous puissions faire en sorte que des programmes cohérents qui ne sont pas contraires à nos réalités, ils puissent les mettre en place et que les eaux et forêts dont on parle souvent puissent véritablement être revitalisées pour la restitution de la forêt, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans une situation très alarmante et nous pensons que Laurent Tchagba, qui est désormais le ministre des Eaux et Forêts, le ministre des Eaux et Forêts, aura le coup de franche pour que véritablement on parle de reconstitution de la forêt ivoirienne pour le lendemain meilleur de nos enfants, parce que c'est aussi ça le développement durable. Alors, merci, chers confrères. Et comme vous êtes de surcroît un corps habillé, on pourra dire sans se tromper, salut mon capitaine.